travers les nouveaux outils numériques. En fait, notre question, ça va être comment est-ce qu'on peut répondre au mieux avec les outils numériques aux nouvelles demandes des clients, des demandes qui sont parfois très évolutives. Avec nous, pour répondre à ces questions, 3 invités, 3 représentants d'entreprises vendéennes. À mes côtés, Vincent Aminot, vous Bonjour. Représentez l'entreprise, le groupe Atlantique. Atlantique qui est connu, fabrication d'outils de chauffage, c'est bien ça ? Sur le confort thermique, tout à fait. Sur le confort thermique, c'est le terme exact. Voilà. Donc, vous êtes ici parce que vous avez largement dépassé l'utilisation de la plateforme téléphonique pour répondre aux besoins des professionnels, des installateurs et à la fois des particuliers. On verra avec vous quels sont ces nouveaux outils. Avec nous aussi Paul Grossin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc représentant de l'entreprise Salvia Nutrition. Donc, vous êtes spécialisé dans les huiles essentielles, que ce soit la cosmétologie, ça c'est plus récent, plutôt les compléments nutritionnels. Toute la partie santé, compléments alimentaires et cosmétiques voilà. biologiques. Et donc vous avez une expérience assez longue en fait de l'usage du numérique depuis 2018. Voilà, pratiquement depuis la création de la société, on s'est basé sur le numérique, mais c'est une stratégie multicanale. Donc voilà, c'est cette expérience-là qui va un peu nous éclairer dans nos échanges. Et puis notre troisième invité, Fabrice Houlet, bonjour. Bonjour Catherine. Donc vous êtes spécialiste de l'immobilier depuis une vingtaine d'années. Oui, déjà. Oui, déjà. Et donc l'année dernière, vous avez passé le 100% digital, vous avez créé The Loc. Tout à fait. Donc une plateforme de location qui va fluidifier la location immobilière, mais 100% digital. Donc on verra pourquoi ce choix et à quelle réponse... il apporte. Pardon. Avec plaisir. Avec plaisir. Bien, alors première question déjà, on va poser un peu le sujet, rentrer un peu les détails, pourquoi vous êtes avec nous. Alors Vincent Aminot, donc déjà je ne l'ai pas dit, mais vous êtes responsable de l'assistance technique. Oui. Donc en gros, quand il y a un problème, c'est avec vos collaborateurs que les installateurs ou que les particuliers ont à faire. Donc pendant très longtemps, il y a eu les plateformes téléphoniques. Et là, maintenant, vous avez développé des outils numériques depuis quelques années basés sur un concept, le self-care. Alors déjà, premier préambule, le self-care, c'est quoi ? En fait, juste pour expliquer le self-care, ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos clients sont de plus en plus autonomes, de plus en plus exigeants dans la recherche d'informations et dans la résolution de leurs problématiques. Et le self-care répond à ce besoin-là. En fait, on cherche tous à fluidifier l'expérience client. Donc, on va donner accès à nos clients à tout un tas d'informations sur le digital qui vont leur permettre de trouver la réponse à leurs questions. Par exemple, nos clients consommateurs vont retrouver sur nos sites internet, vont retrouver des foires aux questions qui vont permettre de répondre à certaines de leurs questions, des tutos vidéo qui vont expliquer plus dans le détail le fonctionnement des produits. On a également ce qu'on appelle un chatbot qui permet d'aider le consommateur à faire lui-même le diagnostic de panne de son produit. Un chatbot, c'est un robot, c'est ça ? C'est exactement, c'est ça. C'est un chat, mais qui est automatique. On vous pose des questions et en fonction de vos réponses, on adapte ces questions-là. Et puis ça, c'est plutôt pour nos clients consommateurs. Et pour nos clients professionnels, on va également leur donner à disposition des applications mobiles qui vont leur donner toutes les informations nécessaires à un dépannage, voire même les aider à mieux vendre nos produits, avec en particulier de la réalité augmentée qui permet de projeter le produit virtuellement chez nos clients pour mieux se projeter sur la vente. On projette l'exemple du radiateur, par exemple, tout dans à ce fait. salon. Ce qui aide à l'achat. Alors, ce qui peut interpeller, c'est que le self-care, donc, en fait, c'est, en gros, vous apprenez à vos clients à trouver par eux-mêmes donc, leurs réponses, leurs solutions. Est-ce qu'il n'y a pas un côté contradictoire ? Parce que si le client a un besoin, auparavant, c'était je veux avoir affaire aux professionnels qui maîtrisent le sujet. En fait, on a toute une typologie de clients. On a des clients qui cherchent à eux-mêmes avoir cette information. Donc, nous, en tant que marque, on se doit de répondre à toutes ces attentes-là. Donc, on a toujours effectivement le canal téléphonique qui est là. Et le self-care permet à toute une tranche de personnes plus connectées, plus à l'aise avec l'outil digital, de trouver eux-mêmes l'information. Il y a un deuxième intérêt pour nous, c'est que ça va nous limiter ce qu'on appelle des sollicitations à faible valeur ajoutée pour pouvoir concentrer nos techniciens sur des appels avec des clients avec des problématiques plus complexes. D'accord, donc vous réorientez. Et par contre, j'imagine, pour fluidifier, il faut qu'on trouve l'information de façon assez simple. Tout à fait. Donc là, il y a un grand travail de nos services marketing pour avoir l'accès à l'information le plus simplement possible. Et on cherche à couvrir l'ensemble des canaux. Vous parliez de multicanal, effectivement, du réseau social au site internet, à l'application mobile. Des équipes sont dédiées justement à trouver l'information le plus rapidement possible. Bon, on va y revenir, ça temps-là.
dans la jungle du web, comment réussir à se faire repérer et passer les bonnes informations. Fabrice Houlet, donc cette fluidité du parcours, on la retrouve aussi sur le concept de votre plateforme. Tout à fait, oui. The Lock. Donc là, on est bien. Vous, l'idée, qui est partie d'un constat, c'est que le marché de la location est très très tendu. Oui, il y a un premier constat, c'est le fait qu'on manque de logements disponibles à la location à l'année. Donc on est sur une logique d'un parc national de 12 millions de logements. Sur ce parc, il y a un parc qui est social, dit HLM, qui est de environ 5 millions de logements, et on est sur un parc privé de 7 millions de logements, lié à un ensemble de conjonctures politiques, gouvernementales, mais aussi couples monoparentaux, vie à domicile plus âgée de nos seniors, avec tous les avantages qu'on peut en retirer. Il y a des conséquences sur le marché avec une grosse tension sur l'offre. Voilà, donc la demande est très forte et l'offre faible. Résultat, c'est un petit peu la bagarre pour obtenir un logement, et pas que dans les grandes métropoles. Voilà, le marché de la location en France, c'est 36% Paris, région parisienne, mais ça concerne aussi les 12 autres grandes métropoles. Et si je reviens en Vendée, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, c'est des zones tendues pour trouver un logement. Voilà. Donc vous partez de ce constat-là. Alors comment est-ce qu'avec The Lock, donc, qui est une plateforme donc, 100% digitale, Oui. vous répondez, vous trouvez en fait un besoin dans ce marché en tension? Alors en fait, les premiers constats, c'est que les agents immobiliers n'ont pas fait leur mutation digitale, en tout cas sur la partie location. Qu'est-ce que la mutation digitale? C'est le fait qu'on travaille encore à l'ancienne, avec beaucoup de papier. La seule chose qui a évolué vraiment pour une recherche de location, c'est l'arrivée d'Internet avec le mail. Au lieu de vous donner une liste de documents à donner par rapport à votre profil, on vous envoie un PDF. Voilà, et encore. Ouais, donc, au moment où vous avez constitué votre dossier dans le cadre de votre recherche, que ce soit pour vous ou pour votre enfant étudiant, vous avez à la fin une réponse qui, 47% du temps, il manque un document. Voilà, il vous manque une fiche de paye, il vous manque un avis d'imposition, il vous manque un bout de pièce d'identité ou autre. Et on vous dit finalement dans cette démarche, il faut que vous donniez ce document, sinon je ne peux pas valider. Donc l'enjeu, c'est à qui va réussir à avoir sa candidature la plus rapide possible. C'est bien ça. Hein. Voilà, complète, rapide. Complète. Et puis en dehors des heures d'ouverture d'un professionnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse être en mode SaaS, 24/24, 7/7, qu'on parte aussi de l'annonce de location, puisqu'en fait, on fait rejoindre offre et demande pour simplifier la vie des agents immobiliers, la vie des propriétaires pour qu'ils trouvent leurs locataires, et la vie des locataires pour qu'ils ne fassent pas leur démarche plusieurs fois. Voilà, donc vous êtes bien à la fois sur les trois cibles. Oui. Hein, le locataire à qui vous allez pouvoir permettre de sécuriser, de donner facilement en fait, tous ces documents très rapidement. L'agent immobilier pour qui vous allez faciliter la relation, ce qui ne pourra pas tout gérer lui-même, c'est bien ça? Oui. Et le propriétaire déjà qui a l'habitude de beaucoup déléguer sa location. Et qui... Alors c'est un marché qui est intermédiaire à peu près 40%. Donc sur les 7 millions de logements privés disponibles sur le marché, il y en a 40% qui sont gérés par les professionnels. C'est peu, mais parce que le niveau de service a besoin de s'élever. Il va s'élever par le digital, évidemment, puisqu'on va libérer l'agent immobilier, comme le disait Vincent tout à l'heure pour Atlantique, de cette partie, en fait, tâche administrative chronophage, apportant aucune ou peu de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, gérer des dossiers papier, c'est l'époque de la dinette. Voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Et puis aujourd'hui, notre client, quel qu'il soit, il fonctionne avec un mobile au bout des doigts. Et donc, il faut qu'on réponde à ça. Et surtout, à des moments où lui est disponible. Et nous ne le sommes peut-être pas en tant que professionnels. Et il y a également un enjeu de mise à disposition de données. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il a un problème dans son logement, parce qu'on parle du dossier locataire, mais c'est qu'une brique de The Lock, c'est un prétexte à l'entrée en relation. Et ensuite, il est dans le logement. Comment il fait quand il commence à faire froid? Alors, il a heureusement les notices et l'accès Atlantique pour avoir son chauffage bien réglé. Mais son premier réflexe, c'est de raisonner agent immobilier et de se dire j'ai loué par une agence, je ne comprends pas pourquoi j'ai froid en fait. Et donc, très clairement, nous, notre rôle, c'est de répondre au téléphone, dans un premier temps, pour celui qui n'a pas accès en automatique à l'information. Mais c'est surtout à un moment de lui donner l'autonomie pour rechercher l'information. Et si il a vraiment un problème, de pouvoir déclencher les travaux en ligne, quel que soit le moment de la journée ou du week-end, parce qu'il rencontre une difficulté dans son logement, par exemple une fuite d'eau ou un chauffage qui ne démarre pas.
Donc on retrouve cette idée d'autonomie que vous nous avez expliqué avec le self-care. Merci Paul Gressin. Donc, vous avez repris l'entreprise familiale en 2008. Oui, c'est ça. Oui. Et assez vite, vous avez fait le choix de développer un site internet, puis très peu de temps après, une boutique, donc pour commercialiser vos huiles essentielles, vos produits. Et puis aujourd'hui, vous avez passé encore d'autres étapes. Donc pour vous, ça a été une évidence. On pourrait se dire, les huiles essentielles, c'est quelque chose d'assez classique, où les gens ont besoin d'un rapport direct, etc. Moi, j'ai toujours cru, en fait, lorsqu'on a commencé, on avait un tout petit fichier. On n'avait pas beaucoup de clients, en fait. J'avais récupéré le fichier client de mes parents, mais en fait, il fallait le faire grossir et je voulais être au plus près du client. Et à l'époque, on n'avait que du B2C, donc le client particulier. Et on a tout de suite fait un site d'information, parce qu'on a quand même des produits qui ont besoin d'information, d'être expliqués, d'être conseillés. Et ensuite, on a vu qu'on avait un trafic important sur le site et on a développé une boutique. Et dès le développement de la boutique, on a vu qu'on avait des achats. Oui, vous m'expliquiez, dès la première matinée, on avait des achats, ce qui est très satisfaisant et lorsqu'on vend sur Internet. Début des années 2000, un peu plus... Exactement. Et on a développé ça après pour avoir une solution comme on l'a aujourd'hui, avec une solution vraiment multicanal, puisqu'on vend en B2C, en B2B. Et on a vraiment une pharmacie, parapharmacie, les grosses chaînes de magasins bio au niveau national. On fait de l'export aussi, du petit export donc en Europe, un peu au Moyen-Orient, mais très peu. Et on voulait vraiment une solution, même en B2B, où le client peut avoir une indépendance. Donc ça veut dire que nos clients maintenant aussi, en B2B, peuvent commander directement sur le site internet, peuvent avoir des informations sur le site internet sans que nos commerciaux ou notre plateforme physique au niveau de l'entreprise aient à répondre à des questions. Donc vous, commerciaux, ils passent plus faire les bons commandes? Alors, ils passent toujours voir les clients, donner des conseils, prendre des commandes, mais de moins en moins. Il faut savoir que dans les pays nordiques, 70% des commandes en B2B se font sur Internet. Et ça, et ça, c'est des chiffres, 70% qui datent de 2 ans. Je pense que ça a évolué. Donc, de plus en plus en B2B, les gens ont évolué, veulent commander eux-mêmes. Ça nous permet aussi, dans leur espace privé, de mettre en avant des promotions, de mettre en avant des outils marketing pour qu'ils commandent plus. Et puis, mais ce qui n'empêche pas qu'on a toujours un magasin physique dans l'entreprise qui est tout neuf. On a toujours une plateforme, une petite plateforme téléphonique. Et puis, donc, on a tous les éléments de réassurance au niveau de l'achat. Ça veut dire que les gens peuvent venir nous voir, les particuliers, nos clients, etc., peuvent nous téléphoner pour un conseil, et on le voit chez les seniors aussi qui se mettent à Internet, qu'il y a toujours la possibilité ou toujours le besoin en fait de nous contacter par téléphone. Donc je peux poser une question sur votre site Internet et puis la réponse peut venir par un coup de fil de votre part. Voilà, il y a toujours la possibilité de la demande de renseignements sur Internet. On y répond vraiment le plus rapidement possible. C'est très important d'y répondre rapidement. Et puis, si la réponse n'est pas assez complète ou assez satisfaisante, les clients nous appellent ou on les appelle directement. D'accord, parce que j'allais justement vous demander comment est-ce qu'on entretient ce rapport de confiance alors que l'Internet permet de donner des réponses à tout moment et par définition que, vous l'avez expliqué, le client se débrouille par lui-même. Donc quelque part, on distend un peu le lien, non? En fait, on parle un peu tous là, de multicanal et pour gagner la confiance de nos clients, il faut qu'il y ait vraiment un lien entre ces différents canaux. Une personne qui va poster sur Facebook un avis, si jamais demain elle nous appelle, on doit avoir cet avis-là, on doit être capable de lui répondre. Et toutes ces petits liens qu'on a avec le client, si effectivement on est capable d'avoir cette vision omnicanal, on va rassurer le client. Et effectivement, il faut qu'on soit capable de tenir les promesses qu'on lui fait aussi. Par exemple, on va promettre une livraison en 24 heures sur Internet, on va promettre, tu disais Patrice, une réponse très rapide aux clients. Effectivement, si on tient ces promesses-là, nos clients feront confiance à la marque et seront fidèles à la marque. C'est ce que l'on cherche à avoir.
Oui, c'est toujours ça la clé en fait, la satisfaction. La satisfaction de nos clients, transmettre de l'émotion à nos clients, va les fidéliser et c'est ce que toutes les marques cherchent en fait. Et l'émotion, ça fonctionne justement avec les outils numériques, on pourrait penser un peu froid ou... Effectivement, le digital aussi peut être un peu perçu comme un canal froid. C'est pour ça que là j'entends tous, on garde un canal on va dire physique, parce qu'effectivement la voix, le contact, le toucher permet de transmettre de l'émotion. Qui, on le sait, est un vrai levier de fidélisation client. Alors chez The Lock, comme vous avez dit, le contact physique, non oui, c'est ça Bah si, en fait. Pas vraiment, ouais. Justement, ça se recoupe. Et alors moi, j'ai un terme que j'utilise pour relier les deux. J'utilise le terme de tradigital. Qu'est-ce que j'entends par tradigital ? C'est que on doit garder une relation de proximité. Aujourd'hui, l'idée, elle n'est pas de supprimer l'intermédiaire professionnel, puisque ce sont les acteurs qui pilotent, je parle des agents immobiliers, qui pilotent au quotidien le conseil, qui font respecter la réglementation, qui accompagnent leurs clients pour une visite. On n'est pas encore dans débrouillez-vous avec la clé ou avec un code. Parce que The Lock ne se serait pas... Enfin, la visite est toujours possible, c'est pas des visites virtuelles. Alors, la visite virtuelle existe beaucoup aujourd'hui et de plus en plus, mais ça ne finalise pas une visite réelle par rapport à l'environnement. L'avantage de la géolocalisation de la visite virtuelle et de la qualité de ces vidéos permet de faire un premier tri. C'est de dire qu'en fait, finalement, quel est l'intérêt de faire visiter à 20 personnes un logement quand il y en a une qui va le retenir sur les 20. Finalement, il n'y a aucun intérêt, ni pour les 19 qui ne l'ont pas retenu. On crée du déceptif. On fait un premier filtre grâce à ces outils. Et ensuite, quand on libère des conseillers location, des personnes qui font ça toute la journée, de faire signer des baux, même s'il y a l'électronique pour faire la signature aujourd'hui, mais qui finalement ont une plus-value à conseiller. Eh bien, ça, c'est intéressant de pouvoir finalement passer plus de temps à faire ça que des photocopies ou des visites inutiles. Voilà, on va augmenter le taux d'efficience en fait des collaborateurs. Et en augmentant le taux d'efficience des collaborateurs des services, on se retrouve avec une meilleure application stratégique de nos process et surtout moins de déceptifs clients. Voilà, parce que finalement, on consacre plus de temps à discuter avec un client sur des choses essentielles que sur des choses qui sont gérables autrement. Voilà, pour résumer. Voilà, on enrichit l'expérience client, enfin c'est sûr, oui. On apporte vraiment un plus. Quoi. Tout à fait. Alors vous m'expliquez aussi, étant donné le contexte du marché locatif, le rapport de confiance il est presque évident parce que le marché est tellement tendu que le besoin il est criant, donc les gens veulent à tout prix aller vite et rendre leur recherche efficiente. Il y a une logique d'immédiateté. Alors on le voit, on veut tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que si on va vers ces outils, c'est qu'on veut une réponse. Donc la difficulté, elle était de se dire, je fais une démarche de recherche d'un logement. Par exemple, ma fille s'installe à Nantes en tant qu'étudiante et je veux qu'elle trouve un logement. Jusque-là, qu'est-ce qu'on faisait ? On l'accompagnait pendant une journée, on prenait une journée de RTT, puis on allait avec elle pour essayer que ça se passe bien. Bon, tout ça, ça va évoluer énormément et ça évolue déjà. Donc, on peut faire un premier tri par rapport à des offres. Ensuite, postuler. Grâce à The Lock, on va postuler en fait en créant son dossier en ligne de manière sécurisée, en fonction de son statut. Donc là, ça sera le papa ou la maman avec le fils ou la fille étudiante. Mais surtout, le gros avantage, c'est qu'on est guidé dans son parcours, qu'on ne va pas oublier une étape, puisqu'il y a des documents qui vont faire qu'on est à 100% de complétude ou non. Qu'ensuite, en fonction des critères que l'agent immobilier utilise, par exemple d'assurance loyer impayé, on va être éligible ou non grâce à la plateforme, puisque nous, on a un traitement personnalisé par agent immobilier en fonction des conditions qu'il a négociées avec son assureur. Et ensuite, derrière, vu qu'on matche avec une annonce de location, on sait si ça va matcher avec la possibilité de louer ou pas. Si jamais l'agence a loué ce logement entre-temps, on va réutiliser le même dossier et on va l'utiliser pour l'envoyer à une autre agence immobilière. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé le passeport locataire universel qui, pour moi, est le standard de demain. Alors on y reviendra, hein, ça va être votre grosse communication de la fin du mois d'octobre. Alors il y a une question aussi qui est un peu évidente. Est-ce que tous les clients sont réceptifs ? Parce qu'il y a toutes les tranches d'âge, il n'y a pas toute la même culture. Vous me disiez, les installateurs, les artisans, oui, peut-être que c'est un peu plus compliqué pour eux. Alors comment on fait ? On se dit tant pis, on va capitaliser sur ceux qui sont déjà en route. Alors, ce qui est important, c'est que il faut balayer certains clichés. Les seniors sont vraiment, c'est des gros consommateurs de YouTube. Parmi les plus gros consommateurs de YouTube en temps. C'est des gros consommateurs de télévision, les seniors. Parce que nous, on a vraiment un public senior, CSP+, qui a tendance à rajeunir. Mais vraiment, il ne faut pas penser que les seniors ne sont pas sur Internet.
Donc ils vont acheter de manière numérique, ils vont acheter sur Internet, ils vont fréquenter les réseaux sociaux de plus en plus, être sur YouTube. Donc vraiment... Quand on pense numérique, il ne faut pas exclure en fait ce non, public-là. et surtout pas. Surtout vous, c'est une part importante de vos consommateurs. C'est une part importante des consommateurs. Donc, et vraiment, ceux qui achètent et qui continuent à acheter dans des points de vente physiques, on a une carte de France, même d'Europe, qui permet de géolocaliser les magasins où nos produits sont disponibles. Donc ça veut dire que si la personne ne veut pas acheter sur Internet, elle va quand même consulter le site Internet et puis aller acheter le produit voulu dans un magasin physique. D'accord, il faut toujours avoir plusieurs logiques. Mais quand même, tous nos clients ne sont pas vraiment à l'aise avec l'ensemble des outils numériques. Enfin, nous, juste pour exemple, on a toujours quand même de temps en temps des courriers papier qui nous arrivent. D'accord. Donc, en fait, toutes les marques se doivent de pouvoir répondre à tous ces canaux-là. En fait, il n'y a pas que le digital, il y a encore beaucoup de canaux téléphoniques et il faut être présent sur tous ces canaux-là. Tout à fait. On fait dans les campagnes marketing et de marketing direct, notamment, on envoie encore du courrier. Là, on est en pleine campagne au mois d'octobre. On envoie quand même du courrier. Certes, on reçoit encore des courriers, mais certaines personnes, parce qu'il faut contacter le client. Le courrier est un moyen, Internet est un moyen, les newsletters, etc. Mais on reçoit encore du courrier. Mais certains reçoivent la communication courrier et commandent sur Internet. Donc, tous les moyens, de toute façon, il faut toujours utiliser tous les moyens. Alors, je voudrais rajouter un point là-dessus. Je pense que c'est aussi notre rôle d'apporter l'accompagnement, le conseil pour évangéliser. Je m'explique. Pour quelqu'un qui aurait une difficulté à déposer ses documents parce qu'il ne sait pas faire un drag and drop, un téléchargement ou passer sur mobile, il y a le côté intuitif de la plateforme. De manière à ce que on regarde bien le parcours utilisé par et les endroits auxquels ça bloque sur le parcours. Parce qu'en fait, avec les outils modernes aujourd'hui, on peut tout savoir de quel endroit la souris se déplace, à quel endroit on a le plus de clics, à quel endroit il y a des points chauds sur la partie de parcours de dépôt. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on va refuser que quelqu'un nous donne son dossier papier ? Je pense pas, c'est pas du tout l'objectif. À tel point, c'est que nous, on a prévu par exemple une fonctionnalité qui permet aujourd'hui à l'agent de billets de déposer lui-même une pièce complémentaire que quelqu'un serait venu déposer en scooter ou à pied à l'agence directement. Donc l'idée, c'est d'élargir le spectre des possibilités de dépôt et de constitution de sa relation avec l'agent immobilier, mais surtout de faciliter la vie de chacun. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire non parce que c'est comme ça et un point c'est tout. Oui, il n'y a pas de dictature du digital. Tout à fait. Alors, le confinement a certainement, vous avez vu des effets, a certainement augmenté l'intérêt pour vos outils numériques. Alors, Deloc, je crois que c'est évident. Nous, c'est x10. C'est-à-dire qu'en fait, très clairement, tous ceux qui disaient on va mettre en place un jour la mutation digitale de notre service location, là, ils ont tous compris qu'il fallait le mettre en place maintenant. Et puis, éviter à un moment, finalement, d'être bloqué par des situations diverses et variées. Un mois avant le déconfinement, on savait à peu près la date approximative du déconfinement. Et c'est là qu'en fait, on voit tout de suite sur la fréquentation de la plateforme une augmentation d'anticipation de la réouverture des agences immobilières et donc de constitution de dossiers pour signer des baux dès le 11 mai. Il y a des agences qui étaient prêtes pour signer le lundi matin 11 mai des baux et de faire rentrer des gens dans les logements grâce à des outils comme le nôtre. Et vous pensez que ça va conditionner durablement les comportements ? Je pense dans toutes les chaînes de magasins bio, même les pharmacies, on a vraiment une accélération du numérique, du drive aussi. Oui. Vraiment, on l'a vu pendant pendant le confinement. Des enseignes qui n'étaient pas des enseignes qui n'étaient pas favorables au drive, surtout dans le bio, et qui vraiment accélèrent le drive, accélèrent aussi l'installation de sites internet au niveau national. Donc on le voit vraiment au niveau des comportements d'achat. Même les consommateurs les plus réticents ou les plus, habitués aux points de vente physiques commencent à avoir des besoins ou des demandes vers le drive. Alors peut-être que ça veut dire aussi que de plus en plus d'entreprises vont se réintéresser ou s'intéresser de façon plus stratégique à l'utilisation du digital dans leurs relations clients. La concurrence, elle est déjà exacerbée sur le net, ou même, on dit souvent, trop d'informations tue l'information, il faut pouvoir s'y retrouver. Une boutique, une enseigne, on passe devant, voilà. Alors, comment est-ce que vous faites, vous, pour continuer à communiquer de façon privilégiée avec vos cibles, alors que devant son écran d'ordinateur ou de son smartphone, c'est multiple ?
Alors nous, comme on est omnicanal, on fait, alors en ce moment, en octobre, on parraine l'émission La Quotidienne sur France 5 tous les jours, jusqu'à fin octobre. Donc ça nous permet d'avoir un contact avec les seniors qui regardent une émission de fin de matinée. Donc ça, oui, parce que vous êtes sur ces cibles-là, voilà. à l'écran. Donc cette même publicité, un parrainage, c'est 8 secondes à la télévision. Cette même publicité est mise sur YouTube avec cliquable, reformaté. On a aussi des formats avec des régies spécifiques, notamment InVibes, qui permettent de mettre des publicités sur des sites d'information divers et variés. Sites d'information santé, souvent. Information santé, mais publications nationales, enfin quotidiens nationaux, Le Monde, Libération, etc. Et puis ensuite, on a le contact courrier, comme on l'a dit. On ne fait plus de pub presse depuis 5 ans. Donc ça a changé, même dans la presse spécialisée. Et puis beaucoup Facebook, on a vraiment des campagnes Facebook importantes. Instagram pour les plus jeunes. D'ailleurs, on rajeunit notre cible grâce à ça. Rajeunissement de 15 ans en 5 ans. De 15 ans en 5 ans. Quand on travaille dans les cosmétiques, c'est de 15 ans à 5 ans, et avec l'apparition d'une frange de consommateurs de 15 à 35 ans qu'on n'avait pas avant. Ouais, là c'est l'intérêt produit. Voilà. Les réseaux sociaux, beaucoup. Moi aussi, même quand on vend du chauffage. Même quand on vend du chauffage, effectivement, on s'appuie sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour parler de la marque, montrer les avantages de la marque par rapport à la concurrence. Mais le nerf de la guerre, c'est aussi le référencement Google, ce qu'on appelle le SEO. En fait, on s'appuie sur des professionnels pour adapter au mieux nos sites internet, pour qu'effectivement... L'idée, c'est quand on fait une recherche sur Google, il faut que notre marque soit dans la première page. Et ça, c'est chez Salvia, une réunion hebdomadaire avec... Une réunion hebdomadaire en SEO et SIA. Avec l'entreprise qui gère votre référencement. On est arrivé à un moment, il y a 3 ans, où toute la partie SEO et SIA et Facebook, on ne pouvait plus totalement le gérer nous-mêmes. Donc, notamment au niveau des plans de tagage du site internet et référencement naturel et référencement payant. Donc, ça, on l'a externalisé, mais toujours en relation avec nous. Parce qu'il arrive un moment où les règles du jeu changent très rapidement, notamment du côté de Google ou de Facebook d'ailleurs. Et il faut pouvoir les suivre et de manière professionnelle. Très pointu, oui. Voilà, c'est très chronophage. Oui, Fabrice Soulet, donc vous aussi vous externalisez. Oui, on externalise la partie SEO. Ouais. Et j'ai des chiffres puisqu'on était dessus hier après-midi. Et nous, on a écrit des guides parce qu'en fait, le logement, on s'interroge toujours de comment je peux faire ça. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il y a énormément de réglementation. C'est un millefeuille de réglementation. Et bien en fait, l'idée d'une marque est de devenir une marque importante dans la logique du logement, c'est de dire comment je peux aider et conseiller, guider. Et un premier exemple, si vous tapez sur Google aujourd'hui, mon propriétaire peut-il augmenter son loyer? La première réponse, ça sera The Lock. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, le guide est pertinent. Et puisqu'il est pertinent, il remonte au niveau de Google. Et nous, il a été vu 1339 fois en une semaine. Donc ça signifie qu'il y a un besoin de réponse à cette question. Voilà, et qu'en tant que spécialiste, et en tant qu'image de marque de spécialiste du logement, on peut guider un locataire en place sur la réponse à cette question. Et donc, il y a un vrai enjeu pour nous de visibilité de notre marque et puis d'accompagner les gens sur leur simplifier la loc. Oui, vous leur rendez service clairement, vous apparaissez comme la personne compétente qui a rendu service. Et le jour où elle voudra déménager, elle sera tentée de venir continuer son expérience sur The Lock. Et un des enjeux, c'est effectivement de capter tous ces besoins clients. Parce qu'effectivement, pour la marque doit accompagner ses clients et doit diffuser du contenu utile pour ses clients. Donc là, c'est là où on s'appuie aussi sur l'humain de nos collaborateurs pour, à travers les échanges avec nos clients, quels sont leurs besoins. Là, tu parlais de, effectivement, est-ce que mon propriétaire peut augmenter le loyer? Voilà, c'est sûrement que ça devait revenir souvent dans ton centre d'appel. Donc, effectivement, un des enjeux, c'est de capter les besoins de nos clients. Alors, donc justement, par les collaborateurs, en interne, il a fallu retravailler les compétences parce que quand on a l'habitude de travailler sur des plateformes téléphoniques En tout cas, chez Atlantique, on était vraiment sur du centre d'appel, on va dire classique, du téléphone. Et effectivement, avec l'évolution du numérique, les métiers changent. Nos conseillers maintenant font des tutos vidéo eux-mêmes, ils font de la vidéo, ils font des montages vidéo. C'est eux-mêmes qui rédigent les différents contenus digitaux. Donc, pour ces missions-là, effectivement, leur métier s'est enrichi. Après, tout ce qui est développement application, là, effectivement, on s'adresse à des professionnels.
mais toute la partie document digital est faite en interne, effectivement. D'accord. Alors, évidemment, vous n'allez pas me dire qu'il y a eu un mouvement de rébellion dans votre service contre ces évolutions, mais j'imagine que ça bouleverse un peu aussi de savoir qu'il faut parler différemment aux clients, c'est des compétences qu'on n'avait pas forcément. On est tous des consommateurs, hein, tu le disais, on a tous un smartphone, on vit tous avec ça, donc le sens, nos collaborateurs comprennent tout de suite le sens. Et encore une fois, le digital permet de se concentrer sur des actions vraiment beaucoup plus enrichissantes pour nos collaborateurs, des problèmes beaucoup plus techniques, et toute la partie sans valeur ajoutée est effectivement faite par le consommateur lui-même. Donc nos collaborateurs sont gagnants, leur métier est beaucoup plus enrichissant. Alors tout ça, donc ça demande un certain budget. Alors est-ce qu'on pourrait penser que les outils numériques permettent de simplifier certaines choses, de se dédouaner de supports physiques qui pouvaient être onéreux, mais c'est quand même des gros investissements. Là on entend des campagnes télé, il faut sous-traiter le SEO, C'est des budgets. De toute façon, Internet, ce n'est plus comme au départ où on mettait en ligne une boutique. Maintenant, il faut vraiment investir dans Internet. On ne peut plus le faire sans investissement. Ça, c'est plus possible. D'abord avec l'outil boutique, l'outil informatique. Nous, on est en mode SaaS et on n'a pas de serveur, on est en cloud. Tout le monde peut l'utiliser. D'où la réactivité de vos commerciaux. La réactivité des commerciaux sur le terrain. Quelqu'un saisit dans le Grand Est une commande, on la voit apparaître dans la seconde chez nous. Donc ça, c'est des investissements en référencement. Il faut être vu. En fait, c'est exactement comme le commerce normal. Si vous n'êtes pas dans une rue avec beaucoup de trafic de piétons, vous n'aurez pas beaucoup d'achats, certainement, même si vous avez une belle vitrine. Internet, c'est exactement pareil. Vous avez une vitrine sur Internet, il faut beaucoup de trafic. Et que sur ce trafic-là, sur ce volume-là, il y ait le plus de personnes possible qui achètent sur la boutique. Donc c'est vraiment... Alors, les bases du commerce sont les mêmes, sauf que les outils sont différents finalement. D'où l'intérêt de travailler avec des professionnels très spécialisés aussi. L'autre intérêt également, qui sous-tend dans l'usage du numérique, c'est qu'on connaît peut-être mieux son client aussi, parce que c'est plein d'informations quand même, le lien numérique. Ouais. Clairement, en fait, on a énormément d'informations qui viennent du parcours client en digital, en tout cas quand c'est bien codé et bien monté. Donc on parlait tout à l'heure de la partie référencement Internet et circulation d'un client, mais il y a aussi toutes les stats qui ressortent de la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, par exemple dans The Lock, on va savoir exactement la pertinence de mettre un budget dans Se Loger ou Le Bon Coin pour un agent immobilier, pour savoir pas uniquement qu'il y a X millions d'internautes qui vont sur Le Bon Coin ou Se Loger, mais qu'au final, c'est parce que j'ai mis tel budget dans tel portail web que j'ai eu tant de leads et que ces leads ont été transformés en chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires permet à un moment de dire je vais peut-être augmenter mon budget dans tel portail et le baisser dans un autre. Voilà, ça, c'est des éléments clés de pilotage d'une entreprise grâce à l'outil et à ses utilisateurs. Vous faites le même constat ? Je voulais juste revenir sur les investissements liés au digital. En fait, on peut, sans investir énormément, apporter énormément à nos clients sur le digital. Par exemple, on fait depuis quelques années maintenant de la visio-assistance, c'est-à-dire que quand une problématique est vraiment très complexe chez un client au téléphone, on va basculer sur de la visio-assistance. Et là, je vais dire, à moindre coût, on fait ce qu'on appelle l'effet waouh. On va marquer le client. Alors, clairement, en fait, vous demandez au client si vous pouvez passer par la caméra de son téléphone. Exactement, son autorisation d'utiliser sa caméra de smartphone pour rajouter la vision à nos échanges vocaux. Voilà. Et sa réaction, c'est pas de dire mais attendez, c'est mon téléphone, c'est plutôt le waouh. Vous dites non, voilà, on a très rarement. C'est aidez-moi en fait. C'est ça. En fait, la personne a tellement besoin d'assistance. On a quelques refus, voilà, des personnes qui ne souhaitent pas, mais c'est très rare. Et globalement, nos clients on fait des enquêtes de satisfaction après nos appels, et globalement, nos clients sont très satisfaits. Et effectivement, on cherche à laisser une empreinte. En fait, la marque cherche à marquer les clients pour qu'ils soient fidèles. Et voilà, le digital nous permet via la visio-assistance de le faire. Et là, pour le coup, à moindre coût. C'est pas tellement cher une application visio-assistance. Alors, Fabrice Soulet, vous m'aviez expliqué en préparant ces échanges que vous travaillez aussi sur un nouveau sujet, c'est par rapport aux assureurs. Oui. Où là, pareil, la remontée de la data...
Alors en fait, il y a une logique de validation d'un profil. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est candidat. Quand on est candidat à l'allocation. C'est lié au revenu, très clairement. Et c'est lié aussi à des situations de contrat CDI ou CDD, période d'essai, pas période d'essai. Et en fait, quand on regarde les usages, mais finalement, il y a des centaines et des centaines de conditionnels différents, c'est-à-dire de conditions particulières qu'un assureur peut imposer. Effectivement, ça c'est compliqué pour l'utilisateur final, qui lui se dit, finalement, je suis peut-être éligible, pas éligible. Et en fait, nous, on a, grâce à un travail en partenariat avec les assureurs, les plus grands qui existent sur le marché, puisque c'est un marché qui concerne des millions de logements, l'idée derrière, c'est de dire, j'ai un propriétaire qui a fait un investissement et qui doit une échéance de prêt à sa banque tous les mois, qui en contrepartie veut percevoir son loyer et être sécurisé pour l'obtenir. Et finalement, grâce au scoring, grâce à une façon de travailler les dossiers et de les traiter pour le taux de solvabilité, je ne vais pas essayer de ne pas être trop technique, on a la capacité de dire tel profil est éligible ou pas, mais surtout, à terme, de concentrer la data pour dire, si on partage de la data sur une plateforme qui est la référence en matière de volume, on a la capacité de dire, je vais pouvoir élargir mon profil pour certains profils, parce qu'ils n'ont aucune sinistralité derrière. L'avantage, c'est de tracer la sinistralité et de réduire le champ du possible ou l'augmenter en fonction des stats de la sinistralité. Et ça, les assureurs sont très sensibles à ce sujet-là. D'accord, donc vraiment l'utilisation en fait de la donnée au service en fait d'un client. Alors, encore faut-il être pertinent en fait dans l'analyse et l'approche de la data. Donc on travaille ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille ensemble puisque toutes les parties prenantes sont concernées et sont bonifiées par l'amélioration du système. L'idée même serait, je pense, à un moment de baisser les coûts, puisque grâce à ça, on n'est plus dans l'approximatif, on est dans le constat et la possibilité de faire des stats sur du mass market, c'est-à-dire d'avoir, j'imagine pareil dans la partie industrie, des stats sur les produits qui ne tombent jamais en panne ou ceux qui peuvent parfois générer des appels sur du SAV ou sur de l'intervention. Voilà, donc c'est la même chose pour un logement, puisque nous, derrière, on va avoir une logique de travail, de respect de la réglementation. Quand vous êtes dans votre logement, vous avez aussi des besoins. Vous avez plusieurs besoins. Vous avez le besoin, on va dire, de récupérer des documents administratifs, ceux que vous cherchez tout le temps quand vous cherchez à faire une démarche administrative, votre bail, vos quittances, etc. Donc ça, en fait, on les met à disposition. Elles sont téléchargeables dans la plateforme, côté locataire comme côté propriétaire, au moment où il prépare ses impôts. Voilà, on l'a vu avec le Covid et la période de confinement, les gens préparaient leur feuille d'impôt, pour certains. Donc on a eu beaucoup de consultations à ce moment-là côté propriétaire. Et pour la partie locataire, il y a aussi, j'ai un problème dans mon logement. Et comment je déclenche mon problème dans le logement avec à l'intérieur en fait la concentration de la donnée, à quel moment la chaudière a été changée, la notice technique atlantique et la garantie qui fait qu'à un moment on va répondre à une réglementation qui arrive, qui est le carnet d'entretien numérique du logement. Le carnet d'entretien numérique du logement existe dans le neuf et dans les copros, mais il n'est pas en fait aujourd'hui obligatoire avant 2025. Mais le fait de l'avoir va permettre de donner à disposition des futurs locataires de ce logement la data concernant le carnet d'entretien et les notices qui en découlent. Très bien. Bon, vous avez des trucs à faire ensemble. On a des projets communs, j'ai l'impression. Vous avez des projets communs. Alors finalement, quand on dit tout ça, si aujourd'hui vous recréez une entreprise 100% numérique, vous dites pour réussir en fait, c'est quoi les conditions clés aujourd'hui pour avoir une relation client qui passe par le numérique? Alors avec votre expérience, avec vous la 100% digital, et puis le développement aussi chez Atlantic. Je dirais en fait il faut y aller pas à pas, étape par étape. Il ne faut pas chercher à vouloir couvrir tous les différents canaux. Même si on a l'impression qu'il y a une espèce d'urgence désormais. Enfin, oui, si on n'y était pas avant. En fait, si l'expérience client est négative, vous perdez le client. Donc je pense il vaut mieux y aller étape par étape, ne pas commencer directement par les réseaux sociaux par exemple, qui sont très chronophages. Ah oui, parce qu'on pourrait penser que c'est le plus facile, c'est le plus immédiat. Non, ce serait... En fait, le réseau social, c'est vous postez un avis et des millions de personnes regardent cet avis. Donc c'est extrêmement difficile de répondre à ces avis-là. Donc c'est pas le canal le plus simple. Ouais. Nous, on a commencé par Internet, par un site d'information, puis une boutique très rapidement. Donc,
Je pense que nous, on avait vraiment la possibilité de vendre partout en omnicanal. Donc, on a adapté la solution et on a pris une solution informatique qui nous permettait de vraiment d'aborder le service client sur tous les canaux. Donc, on a mis du temps à trouver cette solution définitive. Mais maintenant, on a vraiment, on sent que c'est vraiment ceux en B2B, notamment ceux qui ne passent pas encore de commandes directement sur le site internet, on sent que ça évolue et on sent que ça accélère vraiment réellement. Donc, nous, on sent que le client est prêt et c'est vrai qu'on suit, comme vous dites, il faut vraiment suivre les besoins du client et on sent que vraiment il y a un besoin de ce côté-là. Alors The Log, donc créé l'année dernière, vous avez commencé... Oui. Par faire quoi alors ? Oui, justement, nous on a un exemple, c'est qu'en fait on part de zéro. Et en partant de zéro, j'ai appris dès le départ, en étant accompagné par un incubateur, donc la cabine qui était organisée par la CCI de Vendée, puis ensuite par ADN Booster à Nantes, en accélérateur, j'ai appris à me concentrer finalement sur la brique principale. Donc en fait, quand on commence une démarche, c'est de dire ma brique principale quelle est-elle ? Dans The Log, c'est le dépôt du dossier candidat locataire. Mais elle n'est pas suffisante pour se dire que finalement on va avoir le client de bout en bout jusqu'à sa nouvelle mobilité après sa vie dans le logement. À tel point, c'est qu'au mois de juin, il y a un agent immobilier qui m'appelle et qui me dit c'est super, j'adore, c'est génial, mais il nous manque un point zéro en fait. Ok, alors point zéro, expliquez-moi. Mais en fait, vous avez démarré l'étape 1, mais nous on a un caillou dans la chaussure qui est avant ça. Ah, lequel ? Alors ok, très bien, dites-moi. En fait, il m'explique que quand il poste, alors il est en région parisienne, c'est une agence Orpi, et il me dit, moi quand on poste une dizaine de biens à louer, ils partent automatiquement sur plein de portails web. On va le faire le vendredi après-midi. Le lundi matin, dans la boîte mail, il y a 200 mails de demandes de renseignements sur les logements. Et évidemment, il ne faut pas les gérer le lundi matin. C'est dur dans la journée du lundi de faire les 200 mails quand on a une ou deux conseillères location, elle va passer son temps à faire ça. Et en fait, c'est pas là qu'elle a une plus-value de conseil client, de chiffre d'affaires à réaliser. Et donc, du coup, pour éviter que les mails reviennent, parce que les gens vont rappeler ou refaire un mail en disant vous m'avez pas répondu, on a en 3 semaines, avec l'équipe de dev, mis en place une fonctionnalité pour répondre à cette problématique qui est l'étape 0, qui est de dire, en fait, aujourd'hui, c'est The Log qui va répondre à 100% de vos mails, nuit et jour, pour le compte de l'agent immobilier, en incitant son client, quand il a déposé une demande sur Le Bon Coin, Se Loger, ou un autre, bien ici, ou Ouest Francimo, pour faire un peu plus ouest de la France. Et c'est à ce moment-là, même à 23h le soir, The Log va répondre automatiquement aux mails, et en fait inciter le candidat locataire à aller déposer gratuitement son dossier en ligne, pour libérer l'agent immobilier de cette gestion des 200 mails par jour. Pour certains, c'est impressionnant. Et renverser aussi la responsabilité pour que le locataire fasse sa démarche de constitution de dossier. Donc assez vite, il faut être à l'écoute des interlocuteurs, soit du client, soit du prescripteur ou d'un intermédiaire pour réadapter. Clairement. En fait, il ne faut pas oublier non plus nos collaborateurs. Il faut aussi les accompagner dans le changement, leur présenter les outils, les former et aussi leur fournir des outils digitaux pour le coup, pour qu'ils soient aussi ultra performants avec nos clients. Et je pense qu'il y a un dernier point, c'est aussi la mesure de satisfaction de nos clients. Parce qu'on imagine des outils, mais est-ce qu'ils répondent vraiment aux besoins des clients ? Donc il faut aussi, je pense, vraiment être à l'écoute de ce que pensent nos clients de nos différents outils pour pouvoir corriger ou adapter ces outils-là au mieux. Donc toujours une enquête de satisfaction après toutes les interventions. Nous, on a les avis clients forcément sur Internet qui ne sont pas, qui sont vraiment transparents, qui ne sont pas triés. Et puis on a des questionnaires qui sont faits soit tous les 6 mois, soit tous les ans, par canal. Parce qu'on n'a forcément pas les mêmes avis ou les mêmes clients en fait selon le canal. D'accord, donc c'est différencié là aussi. En B2B, donc les chaînes de magasins bio, les pharmacies, les parapharmacies, et puis le B2C, les particuliers directement. Alors si on regarde un peu plus loin, même si The Log est tout récent, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer ? Est-ce que vous percevez des nouvelles perspectives, un potentiel numérique qu'on n'utilise pas encore ou c'est plutôt parce que le public, lui, va évoluer ? Oui, après, il y a un potentiel numérique qui ne se tarit pas. Un exemple, nous, sur Facebook, on a, par rapport à notre taille d'entreprise, on a un peu plus de 23 000
abonnés Facebook, mais on a commencé l'export il y a quelques années. On a des marchés export aussi qui se développent. Et puis, donc avec nos agences et en collaboration avec nous, on fait des posts Facebook, mais qui sont traduits dans des langues différentes. Donc ça ouvre aussi vraiment énormément de possibilités, puisque vous arrivez à développer des marchés internationaux via le numérique. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que le potentiel, il est infini. Après, dans certains domaines, je vois en particulier dans l'assistance client, je pense qu'on ne se passera pas de l'humain, peu importe le développement du digital. Nos clients, voilà, ils ont toujours besoin de ce contact. Souvent, quand on passe devant une boulangerie, on a l'odeur du bon pain, mais ça, le digital ne le transmet pas. Donc effectivement, ce côté réel, je pense, sera toujours présent. Et c'est pour ça que nous, là, le groupe Atlantique, on mise beaucoup sur le contact humain, dans l'idée on va transmettre de l'émotion à nos clients, qui va le fidéliser et qui va vraiment le marquer très longtemps et le fidéliser à nos marques. Oui, parce que vous m'expliquez aussi que maintenant, c'est le consommateur qui va chercher directement le produit. C'est ça. L'habitude avant, c'était plutôt de... Avant, l'installateur arrivait et proposait un produit. Maintenant, voilà, le consommateur, il est ultra connecté. Par moment, il sait déjà plus d'informations que certains professionnels. Ah non, moi, je veux ce produit parce que j'ai vu tel post sur Facebook, il fait telle et telle chose. Donc, effectivement, nos clients sont presque plus informés par moment que certains finalement, professionnels. le lien que je disais tout à l'heure distendu, il peut être très très proche parce qu'on est en direct. Alors, dans l'immobilier... nous, le sujet est très vaste, puisqu'en fait, on concerne, ça se rapproche de plein d'acteurs. On n'a pas parlé beaucoup du propriétaire. Donc, il ne faut pas oublier que si on a des logements à louer, c'est grâce à des propriétaires qui investissent. Il y a déjà beaucoup l'habitude, dans 40% des cas, qui délèguent à une agence. Vous nous avez expliqué. Et puis ça s'accentue parce que on est dans une logique aujourd'hui où la compétence de l'agent immobilier et le niveau de service qu'il apporte s'élève. Côté propriétaire, quels sont les enjeux ? Toujours une question de réglementation, mais aussi d'entretien du logement. On a un parc vieillissant. À partir du moment où on a un parc vieillissant, il faut que ce parc il soit rénové. J'arrive à la prime rénov et j'arrive à tout ce qui est aujourd'hui réglementation qui va être imposée. Par exemple, un diagnostic de performance énergétique F ou G va exclure des biens de la location. Donc c'est quand même quelque chose où on se doit, nous, en tant que professionnels, guider, accompagner, conseiller et inciter, pour ne pas perdre des logements à la location, parce qu'on n'en a déjà pas beaucoup, de récupérer finalement, de trouver des entreprises qui sont capables de faire correctement le travail et derrière des financements et de monter en fait des dossiers. Donc on est en train, par exemple, dans un périmètre complètement différent que de rechercher un logement, c'est finalement aider les propriétaires à, grâce au volume qu'on peut traiter, parce que du coup on en traite des dizaines de milliers, d'être capable de leur amener un tuyau qui leur permet de trouver dans The Lock une offre pour rénover leur logement et anticiper le fait qu'un jour il sera peut-être plus alloué. Donc faisons-le ensemble maintenant. Et nous, en fait, dans ces cas-là, on s'adosse sur des partenaires avec qui on travaille. Très bien. Donc on voit en fait à quel point finalement le numérique vient soigner encore plus en fait la relation client, et quelque part avec une plus grosse vitrine pour vendre. Et comme disait M. Martineau, ne vient pas briser les liens. Internet, les réseaux sociaux viennent compléter les liens habituels. On peut même dire qu'ils les améliorent. Ils les améliorent. Vraiment. Tout à fait. Bien, je vous propose qu'on passe à la phase de questions des internautes. C'est Juliette qui va prendre les questions en ligne. Alors. Donc on a quelques questions donc sur les bonnes pratiques, notamment pour commencer à digitaliser sa relation client. Quelles sont les bonnes pratiques ? Les bonnes pratiques. Alors on l'a plus ou moins abordé, on peut un peu les rappeler. Les bonnes pratiques, moi je pense que la première chose, c'est vraiment répondre rapidement. Oui. Parce que sur Internet, quelquefois, les échanges peuvent être virulents en fait pour rien. Un malentendu, un problème de livraison. Donc vraiment ne pas hésiter en fait à répondre rapidement, à téléphoner, même si la personne a envoyé un mail, mais à téléphoner. Et bien souvent, on s'aperçoit que la réclamation ne tient à rien et finalement les liens et la relation client se maintient et je dirais s'améliore. Donc ça c'est vraiment une base, ne pas oublier qu'on a une voix, qu'on a un téléphone et que c'est Internet apprécié. C'est apprécié. Voilà. Ouais, c'est apprécié. Ouais.
Moi, je dirais identifier les besoins. C'est-à-dire qu'en fait, si plusieurs fois on a eu les mêmes demandes, c'est qu'on doit avoir un problème de traitement. Ou en tout cas qu'on n'a pas le message suffisant, correct, pour pouvoir adresser une réponse comprise. Donc moi, je pense qu'en premier, c'est une quantification et une identification des besoins récurrents de nos clients sur des sujets ou de risques de déceptifs cumulés. Oui, d'accord. Donc être toujours très très à l'écoute en fait de ce que nous renvoie l'usage du numérique. Vous retrouvez les mêmes paramètres. Et l'intérêt du digital, c'est de pouvoir répondre très rapidement à ces différentes attentes. On sait mettre en place très rapidement une nouvelle page sur un site web, une nouvelle application. Enfin voilà, le digital nous permet d'aller vraiment très vite sur ça. Oui, et puis si l'utilisateur est passé par ce canal-là, c'est aussi parce qu'il demandait, lui, il a voulu agir rapidement, donc il demande une réponse rapide. Il cherchait de l'immédiateté. L'immédiateté. Une deuxième question ? Alors oui, concernant le chatbot, donc recommandez-vous les chatbots et faut-il conserver tout de même le contact humain ? Alors, on le rappelle, le chatbot. Donc le chatbot, c'est un chat classique, mais derrière, c'est automatisé. On vient vous poser des questions et en fonction de la réponse que le client va donner, on a d'autres questions. Et nous l'utilisons pour identifier des diagnostics de panne assez simples. Mais effectivement, comme je le disais, ça ne remplacera jamais un conseiller technique au téléphone qui lui, pourra aborder des problématiques vraiment très complexes avec les clients. Le chatbot, encore une fois, ça nous permet de limiter des sollicitations avec des valeurs ajoutées un peu plus faibles. Voilà. De désengorger nos centres d'appel. Effectivement, aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, on ne sait pas réparer un produit très complexe via un chatbot. Oui, peut-être que dans 20 ans, ça le sera, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quelque part, peut-être heureusement, parce que ça fait que valoriser le professionnalisme de vos techniciens. On a encore besoin de nos techniciens. Donc le rapport sur le chatbot, je rajouterais que ça élargit les horaires d'ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, si on est à 22h le soir et que on peut joindre personne, il est intéressant finalement de rentrer dans un chemin où je peux être un peu guidé et finalement rassuré par rapport à une situation. Et là, la logique de marque de l'entreprise, elle a tout son sens. C'est de dire à un moment, j'ai aidé la personne même en étant absent parce qu'elle en a besoin tout de suite de sa réponse. Et donc, finalement, de quantifier tout ce qui se passe via le chatbot pour voir si finalement on répond au bon moment, au bon endroit, et finalement répondre à ce client à des horaires décalés, c'est le satisfaire en donc premier. Vous utilisez ce type d'outil ? Alors en fait, on est en train de mettre en place un chatbot, mais pour la recherche de logement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a fait son pass The Lock, le fameux pass universel qu'on va lancer à la fin du mois d'octobre, c'est de dire j'ai fait ma démarche, mais après, quid de l'offre ? À quel endroit je la trouve. Et donc, ça sera plus un chatbot de recherche de logement quand je suis éligible à un T2 à 750 € dans Nantes. D'accord, très bien. On arrête là pour les questions, je vois mes collaboratrices. Bon, j'espère qu'on a été assez complet. C'est un sujet qui là aussi qui est multicanal et qui demande à être ouvert de plusieurs façons. Merci de votre participation, de votre disponibilité. Merci à vous. Et puis donc bonne suite à l'Innovation Week. La prochaine donc table ronde, nous emmène sur les mers puisque c'est le lien entre le numérique et le vent des blogs avec notamment pour inviter Vincent Rioux, donc qui est skipper, et c'est à 14h30 si je ne me trompe pas. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.